Bonjour. Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Je me présente, Stéphanie Simard, bibliothécaire pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville à la Ville de Montréal. Bienvenue à cette conférence portant sur le harcèlement psychologique en milieu de travail, offerte dans le cadre du Salon Vice et droit du barreau de Montréal et présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. J'aimerais également souligner la collaboration de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal au succès de cette conférence. Annecy-Cartierville, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Roxborough-Pierrefonds, ainsi que d'autres qui joignent leurs efforts pour faire connaître les conférences du Salon Vice et droit aux citoyens de Montréal. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros lors de la présentation afin de réduire au maximum les bruits de fond. Veuillez également noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence. Tout au long de celle-ci, vous êtes donc invités à inscrire vos questions au bas de l'écran dans la section « Questions-réponses » et Maître Bessette se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier du jour, Maître David Bessette. Maître Bessette a complété son Juris Doctor en Common Law à l'Université de Montréal en 2013. Après avoir été admis au barreau du Québec en 2014, il débute sa pratique chez Picard Sirard Poitras Avocats et démarre en 2015 son propre cabinet d'avocats ayant comme sphère de pratique principale le droit des affaires, le droit du travail ainsi que le litige civil et commercial. Maître Bessette développe un attrait particulier pour le droit du travail. Desservant initialement des travailleurs, son équipe d'avocats conseille aujourd'hui de plus en plus de PME et de cadres. Au cours de sa pratique, il a eu le privilège de conseiller des clients sur des questions touchant de près ou de loin le harcèlement psychologique, un véritable fléau et casse-tête pour de nombreuses PME et travailleurs. Alors, Maître Bessette, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Très heureux là, de vous voir parmi nous. Puis d'ailleurs, pour ceux qui vont regarder la vidéo ultérieurement, si vous avez des questions, vous pourrez également m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de soit y répondre ou vous diriger au bon endroit. Donc, je vais vous montrer ma présentation un instant. Bon, ça y est. Madame Simard, est-ce qu'on voit ma présentation? Oui, c'est parfait. On voit oui, bien. Bon, excellent. Donc, le harcèlement psychologique et la santé mentale, mieux vaut agir. Donc, aujourd'hui, on va parler de la définition. Qu'est-ce que du harcèlement psychologique? Et par la suite, on va aborder les conséquences du HP, du harcèlement psychologique. Les conséquences à la fois sur les travailleurs et les entreprises. On va parler aussi des différentes formes de harcèlement psychologique, des recours qui sont à votre disposition. Vous qui m'écoutez actuellement, si vous estimez que vous subissez du harcèlement psychologique ou dans votre entourage, quels sont vos recours? Qu'est-ce que je fais? Les réparations en cas de harcèlement psychologique. C'est bien beau enclencher le processus, faire valoir mes droits, mais qu'est-ce qui arrive au bout du compte? Et finalement, on va parler des mesures pour prévenir le harcèlement psychologique au travail. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Bon, qu'est-ce que le harcèlement psychologique? Qu'est-ce que ça mange en hiver du harcèlement psychologique? Le harcèlement psychologique, la définition prévue par la loi, c'est une conduite vexatoire. Donc, un employé qui vraiment s'acharne, par exemple, sur un autre employé par de nombreux comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont répétés, qui sont hostiles ou non désirés. Donc, des comportements, ça peut être autant psychologique que physique. Ça peut être quelque chose d'aussi banal que d'ignorer volontairement un des employés parmi les autres employés dans le but de diminuer la personne. Ça peut être aussi un comportement physique, une altercation, donc quelqu'un qui se fait bousculer, pousser au travail. Je vous dis, ce n'est pas à cause qu'on est dans un cadre professionnel de travail qu'on n'entend pas toutes sortes d'histoires. Il y en a des histoires. Des paroles, donc ça peut être des insultes, d'injurer, de dire des insultes, des injures, sacrer après quelqu'un, aussi de diminuer la personne, des commentaires sarcastiques,
de critiquer, mais vraiment de manière malicieuse, là, son travail, mais devant les autres pour que tout le monde le voit, tous les clients voient là, et entendent là, les propos, des actes. Donc, encore une fois, des actes, ça peut être de volontairement donner même des tâches, là, mais vraiment des tâches d'une manière vraiment exagérée pour inonder la personne de travail, pour l'épuiser, la démoraliser. Ça peut être aussi toutes sortes de situations, même il y en a dans la jurisprudence, si on prend le temps de lire toutes les décisions où est-ce qu'il y a eu du harcèlement psychologique, ça peut même aller jusqu'à des menaces de mort, des voies de fait. C'est fou comment même sur des lieux du travail, des fois, on peut avoir vraiment des comportements entre adultes qui ça ressemble presque à une cour d'école. Donc, puis, c'est hostile ou non désiré. Donc, bien entendu, on ne consent pas à ces gestes-là. Ce n'est pas de simple blague ou plaisanterie dans le cadre du travail. C'est vraiment une personne qui s'acharne sur une autre et qui porte atteinte à la dignité, ça c'est un autre critère, à la dignité ou l'intégrité psychologique ou physique. Donc vraiment, ça vient toucher notre amour-propre, notre fierté, notre dignité, notre personne, dans le plus profond de nous, ça vient vraiment nous affecter. Et ça peut même nous affecter psychologiquement ou même physiquement, comme dans le cas d'un employé qui en pousse un autre. Et la résultante de tout ça, c'est de démontrer comme employé, c'est de démontrer que cette conduite vexatoire entraîne un milieu de travail néfaste. Donc, souvent, les gens vont parler d'un climat de travail toxique. Ça a été, il y avait la décision récente Chaperon contre Montréal Autoprix. Donc, c'est une décision parmi tant d'autres. Il y a plein de décisions qui résument toujours ces mêmes critères de harcèlement psychologique. Et pour vous donner une idée, dans cette décision-là, l'employé en question, oui, il a été démontré qu'il avait subi du harcèlement psychologique. Par contre, on va voir, mais en fonction d'une situation de harcèlement psychologique, ce n'est pas à cause du harcèlement psychologique que forcément l'employeur va être trouvé responsable. Donc, il y a d'autres critères. Mais si on regarde à proprement parler, d'abord et avant tout, est-ce qu'il y a du harcèlement psychologique? C'est ces critères. Donc, conduite vexatoire, comportement, parole, acte ou geste répété, hostile ou non désiré, ça affecte notre dignité ou intégrité physique ou psychologique et ça crée un climat de travail néfaste. Donc, les 5 doigts de la main, pour se rappeler. Bon, bien, face à une situation de harcèlement psychologique, quelles sont les obligations de l'employeur? Donc, c'est peut-être actuellement plus des salariés ou des employés qui m'écoutent, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce que l'employeur doit faire face à une situation de harcèlement psychologique. L'employé qui se fait harceler, qui se fait, comme on dit, là, écœurer, bien, il doit aller voir son supérieur, il doit agir, il doit expliquer à son supérieur immédiat, si ce n'est pas celui qui l'harcèle, si c'est celui qui l'harcèle, bien, aller encore plus haut, mais d'expliquer que, regardez, là, moi, actuellement, je crois être victime d'harcèlement psychologique et il faut suivre la politique adoptée par l'employeur par rapport au harcèlement psychologique et comment gérer les plaintes. Parce que dans les plus grosses entreprises, il va y avoir le département des RH qui, eux, vont être au fait là, de cette politique. Mais dans les plus petites entreprises, ça va être une politique qui est existante, qui est obligatoire d'ailleurs. Avant, ce ne l'était pas. Maintenant, c'est vraiment obligatoire par la loi. Qu'on soit une petite, moyenne, grande entreprise, on est obligé d'avoir cette politique. Et c'est de vraiment suivre le traitement de la plainte, donc d'avertir le supérieur pour que lui, par la suite, puisse agir et faire cesser le harcèlement psychologique. Il doit prendre des moyens raisonnables. Donc, techniquement parlant, c'est une obligation de moyens. Ça veut dire que l'employeur n'est pas tenu au résultat de le faire cesser là, de manière absolue, mais il doit prendre les moyens nécessaires, faire les efforts pour faire cesser cette situation. Et ça, c'est prévu à l'article 81.19 de la loi sur les normes. Là, si vous allez la consulter, c'est accessible sur Internet. Vous tapez Google, loi sur les normes du travail, vous tapez l'article 81.18 et suivant. Et il y a d'autres aussi ressources accessibles sur Internet, comme Éducalois qui explique qu'est-ce que le harcèlement psychologique.
Mais je vous dirais là, que c'est important de se rappeler que maintenant, c'est obligatoire. Il faut en avoir une politique. Employeur, si vous m'écoutez actuellement, allez vous chercher un modèle, mais adoptez une politique en harcèlement parce que quand il y a une situation, il faut que tout soit bien encadré et qu'on suive la politique, qu'on agisse et qu'on ne se tourne pas les pouces ou qu'on s'assoie sur nos mains. Il faut agir face à cette situation. Il faut confronter la personne qui est impliquée par rapport à cette plainte, obtenir sa version des faits, il faut agir. Et aussi, fait intéressant, c'est qu'on aborde aussi dans la loi le caractère parfois aussi même sexuel de l'harcèlement psychologique. Donc, on va y revenir, mais c'est bien beau harcèlement psychologique, mais il y a toutes sortes. Parmi la famille du harcèlement psychologique, il y a plein de sous-types d'harcèlement psychologique. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Maintenant, bon, moi, écoutez, dans mon bureau au quotidien, tant parmi des situations impliquant des employeurs, des employés, j'en ai vu de toutes sortes de couleurs, puis j'ai vu aussi l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, des employés. Donc, moi, j'ai pris là, mon équipe, on est allé chercher qu'est-ce que la CNESST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, qui chaque année reçoit là, des milliers et des milliers de plaintes et les traite là, avec leur équipe. Je suis allé chercher, bon, eux, qu'est-ce qu'ils estiment être les diverses conséquences du harcèlement psychologique. Mais je vous dirais qu'ils ne sont pas très loin là, de la carte. Là. Ils visent juste parce que moi-même, comme avocat qui a été mêlé dans différents dossiers là, d'harcèlement psychologique, j'ai pu moi-même aussi le constater. Donc, c'est quoi l'impact tout d'abord sur les travailleurs? Donc, peut-être que vous, actuellement, certains d'entre vous estimez que vous êtes harcelé psychologiquement, puis vous allez peut-être vous reconnaître dans cette liste. Donc, moi, qu'est-ce que je constate souvent dans le cadre de ma pratique, c'est qu'à un moment donné, à force de tout le temps se faire harceler, de se faire écœurer, ça crée un climat de travail qu'on juge toxique, néfaste. On a toujours peur de se faire écœurer par la même personne. On a toujours peur. On se demande, bon, ma journée de travail commence. Comment est-ce qu'elle va se dérouler? Est-ce que je vais me faire encore dénigrer, écœurer un peu? Si je peux faire un parallèle, comme par exemple dans la cour d'école, quelqu'un qui se fait toujours intimider. Donc, qu'est-ce que ça cause éventuellement? Bien, ça nuit à la santé physique ou psychologique, mais je vous dirais principalement psychologique. Là, ça finit par créer, bon, même parfois des dépressions, des troubles d'anxiété. On devient anxieux, on anticipe, bon, qu'est-ce qui va se passer. Aussi, parfois, les médecins traitants vont parler d'un trouble d'adaptation. Il y a différents degrés là, je vous dirais, de lésions psychologiques ou de maladies là, psychologiques, là, de problèmes de santé mentale. Là. Puis c'est de plus en plus discuté, ça. Puis à un moment donné aussi, il n'y a pas de honte, de gêne. Avoir un problème de santé mentale, il faut consulter. Donc, ça peut aller du trouble d'adaptation, de l'anxiété à même la dépression, malheureusement, où est-ce qu'on devient médicamenté. Ça affecte aussi notre vie personnelle. Ça peut causer des problèmes de consommation. On connaît, ben, je ne dirais pas on connaît tous, mais en même temps, je pense que c'est quand même connu parmi nous tous que, bon, quand on est stressé, on peut, bon, amener ce stress-là à la maison. Puis ça peut, il y en a malheureusement qui, au lieu de gérer le stress, d'aller consulter ou de faire du sport ou d'être médicamentés, bon, vont boire leur stress, vont fumer leur stress, vont consommer de la drogue, vont avoir des problèmes de dépendance. Ça cause aussi des difficultés professionnelles, voire même parfois une perte d'emploi. Donc, ça va s'accentuer des fois. Malheureusement, ce n'est pas juste du harcèlement psychologique, c'est quelqu'un qui nous écœure, nous écœure, nous écœure. Ça peut être un supérieur média ou un autre, quelqu'un qui est au-dessus de nous, un autre collègue, parce que lui, il espère qu'on va quitter ou va essayer de vraiment dépeindre, là, de nous prendre toujours en défaut, de faire exprès pour vraiment ultimement nous pousser à bout pour que soit qu'on quitte de nous-mêmes ou qu'on crée des situations où est-ce qu'on va interpréter qu'on mérite d'être congédié. Ça va causer des pertes financières importantes. Donc, c'est sûr que quand on ne travaille pas, on fait quoi? On fait quoi quand on ne travaille pas? Notre travail, c'est notre gagne-pain. Il y en a beaucoup, à longueur de journée, malheureusement, qui endurent leur travail. Ils ne diront jamais à leur employeur, mais ils sont malheureux. Pas nécessairement à cause du harcèlement, mais il y en a aussi qui sont harcelés. Puis malheureusement, c'est triste, mais ils doivent quand même se présenter au travail. Ils ont peur pour leur sécurité financière. Donc, ça peut causer des pertes financières importantes, mais en même temps, je vous rassure, il y a des solutions, puis on va l'aborder plus loin. Ça crée des difficultés
familial ou conjugal. Ça, on le sait tous. Regardez, quand vient l'heure du souper, quand on est allé chercher les enfants, on voudrait que le travail quitte notre tête parfois, nos dossiers, mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais les avocats, même nous, des fois, ça nous suit, le travail à la maison. Mais regardez, moi, les clients que j'ai rencontrés, les différents intervenants, puis aussi qu'est-ce que la CNSST dit, c'est vrai, là, ça crée des difficultés familiales, conjugales dans sa vie personnelle. Donc, quand c'est rendu qu'au lieu de discuter de qu'est-ce qu'on va faire à la fin de semaine, des enfants, d'être attentif, on discute toujours de telle ou telle personne au travail, comment elle nous cause du tort, puis on parle tout le temps de son travail. Et veut pas, ça vient jouer sur la relation conjugale. Et ça crée aussi des absences au travail et des invalidités, dis-je bien. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on est harcelé, on n'en peut plus. Puis à un moment donné, on cherche un échappatoire. Puis cet échappatoire-là, ce n'est pas par exemple, des problèmes de consommation, d'aller voir un médecin, de consulter, ou même parfois, selon les recommandations de médecins, ça va nous mener à s'absenter pour cause de maladie. Donc, on va avoir un biais du médecin. Bref, la job nous a détruits. Puis, je vous dis, ça peut aller de différents degrés. Ça peut aller de personnes qui, sont vraiment affectées un peu plus, sont anxieux, à des personnes, malheureusement, qui ont même des idées noires parfois. Donc, il faut vraiment ne pas ignorer l'impact que le travail peut avoir sur votre santé mentale. Ce qui m'amène à l'autre question. Regardez, nous, on représente, oui, des employés, mais aussi des employeurs. Qu'est-ce que l'employeur fait? Disons, on est un propriétaire de PME. Il y en a plein des propriétaires de PME qui sont de bonne foi à travers tout ça. Eux, ils veulent juste que leur business roule, que tout le monde soit heureux, que leurs employés sont heureux. Puis des fois qu'on est aux prises avec des situations d'harcèlement psychologique, on voudrait se mettre la tête dans le sable parce qu'on est tellement débordé par le travail, par les fournisseurs, les clients, on est focusé sur notre entreprise. Puis on se dit, non, ils ne peuvent pas juste s'entendre, ces personnes-là, entre elles. Mais non, comme employeur, on a des responsabilités, puis c'est bon aussi de le prévenir parce que ça va nous sauver beaucoup de soucis. Donc, sur les entreprises, l'impact que ça peut avoir, c'est une perte de productivité. Regardez, avec le coût de la main-d'œuvre qui augmente, l'inflation, tout ça, la pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas une journée là, qu'on n'ouvre pas les nouvelles et on n'entend pas parler de pénurie de main-d'œuvre. C'est déjà difficile d'avoir des bons employés. Bien, il faut les garder heureux en santé au travail. Donc, si on se retrouve toujours avec de l'absentéisme ou une perte de productivité des employés qui sont distraits, qui ne sont plus attentifs au travail, bien, ça vient affecter les poches, nos poches, ça vient affecter le rendement. Donc, ça se matérialise également par une perte financière. Donc, l'employeur a également très intérêt à prendre ça au sérieux. Ça cause aussi une perte d'intérêt, d'engagement. Donc, un leader négatif, parfois quelqu'un vraiment d'harcelant peut vraiment miner le climat de travail. Les employés sont démoralisés. Ça diminue aussi la qualité des services à vos clients, là, pour les propriétaires qui m'écoutent d'entreprise. Ça augmente aussi le risque d'erreur chez la personne qui se fait harceler. Donc, imaginez, vous faites tout le temps là, dénigrer, humilier devant d'autres collègues. À un moment donné, je pense que votre employé va penser à autre chose que son travail. Donc, ça peut faire en sorte qu'il soit distrait et ça peut augmenter le risque d'erreur. Ça peut aussi causer une augmentation, comme je disais, là, de l'absentéisme et un roulement de personnel. Et qui sait comment les employeurs vont savoir comment c'est coûteux de toujours avoir un gros roulement de personnel. C'est coûteux sur plein de niveaux, de tout le temps remplacer, tout le temps avoir un employé qu'il faut former de nouveau. Puis ce n'est pas bon aussi pour les clients. Donc, ultimement, tout le monde est perdant avec le harcèlement psychologique. On a tous intérêt à travailler ensemble, tant les employés que les employeurs, à régler le harcèlement psychologique et à le prévenir surtout. Puis quand je disais les plusieurs formes de harcèlement, donc il faut dire de harcèlement et non des apostrophes harcèlement, donc ça c'est une coquille, on s'excuse. Bon, le harcèlement psychologique, donc moi je suis allé chercher là, des décisions récentes, mais c'est certain que, autrement dit, il y en a une multitude de décisions, puis pas juste en 2021, là, ça fait longtemps que c'est reconnu le harcèlement psychologique et que des recours existent. Donc, dans la première décision, la branche contre entreprise Venise Peintre était dans le domaine de la construction. C'est un employé de construction qui se faisait dénigrer tout le temps, le propriétaire de l'entreprise dans ce qui est relaté là, dans la décision.
C'était moqué de son travail, puis même dans le cadre d'un événement organisé par le travail, en dehors des heures normales du travail, mais quand même dans le cadre de qu'est-ce que je qualifierais d'un gala, à la table, à souper, tout ça, à table à manger, devant d'autres convives, des conjoints, tout ça. Il se moquait là, de son employé, puis insinuait comme quoi il n'était pas bon. Donc, une chose, par exemple, comme employeur, de rencontrer un employé, puis de lui dire poliment, ben, regardez, il y a ça à améliorer. Puis peut-être que ce président-là en question, cet employeur-là était de bonne foi, il a été peut-être un peu maladroit à travers tout ça, mais il y a une manière aussi d'agir. C'est mieux si on fait des reproches à un employé, de s'adresser individuellement plutôt là, que de l'insulter devant tout le monde, de dénigrer son travail ou d'estimer qu'il a fait plein d'erreurs là, devant tout le monde. Donc c'est ça. Puis l'employé en question, il a réussi à démontrer. Donc, quand on est un plaignant devant les tribunaux, c'est pas comme dans le bureau de son avocat, il faut vraiment démontrer devant un juge qu'on rencontre les 5 critères et qu'une personne là, placée raisonnable là, dans les mêmes circonstances. Là. Donc, disons, on prend un travailleur raisonnable, moyen, on le met dans vos chaussures à vous, puis il vivait la même chose que vous vivez. Puis vous réussissez à travers votre témoignage, du témoignage des autres, des courriels, des autres preuves que vous avez subi ça. Là. Est-ce qu'un juge arrivera à la conclusion objectivement, là, si on regarde ça de manière froide, que vous avez été harcelé? Donc, dans ce cas-ci, on a jugé que oui, que c'était vraiment répété. Et par ailleurs aussi, il y avait une question de congédiement. Donc, on a annulé le congédiement, mais ça, c'était du harcèlement psychologique parce qu'on se fait dénigrer, insulter. Maintenant, il peut y avoir aussi du harcèlement sexuel. Donc, ça a fait les manchettes avec l'affaire MeToo. C'est pris, ça a toujours été pris au sérieux, mais je pense que de plus en plus une attention particulière là-dessus. Il y a aussi Jury Pop, d'autres organismes maintenant qui se sont mobilisés pour recevoir les plaintes des plaignantes et des plaignants également, parce que ce n'est pas à cause qu'on est un homme qu'on ne peut pas être harcelé aussi sur le point de vue sexuel. Donc, peu importe notre genre, notre sexe, notre identité, on peut être harcelé sexuellement. Et l'harcèlement sexuel, ça peut être de différentes natures. Ça peut être, par exemple, de se faire traiter de certaines orientations sexuelles qu'on n'a pas devant tout le monde. Ça peut être aussi de faire tripoter, malheureusement, de recevoir certains gestes là, qui sont hostiles, non désirés, donc des gestes, des attouchements qui, même des fois, frôlent quasiment l'agression sexuelle au sens criminel du terme. Là. Donc, ça peut être même des attouchements non désirés. Ça peut même être des mimes, des commentaires. Donc, comme dans cette décision-ci, ça a été démontré devant les tribunaux que le supérieur en question avait feigné, là, donc faisait semblant que un employé lui faisait une fellation. Donc, c'est juste pour vous dire que pour ce qui est du harcèlement sexuel, ça peut être des commentaires. Le harcèlement psychologique là, ou sexuel, ou peu importe le type d'harcèlement, il n'y a pas de limite à ce qui peut être vexatoire. C'est juste qu'il faut toujours tenir en compte qu'il y a une question aussi de gravité. Donc, un seul geste, comme par exemple une menace de mort, peut être suffisant pour du harcèlement psychologique. Mais des fois, ça peut être des gestes plus banals, comme par exemple se faire volontairement ignorer ou on hausse le ton, mais à plus d'une reprise, qui vont faire en sorte que peut-être que pris isolément, c'était peut-être pas suffisamment vexatoire pour dire, bon, c'est du harcèlement psychologique, mais si on dit, je cherchais un élastique là, pour l'analogie, mais si on finit par tirer l'élastique, bien, on finit par le briser. Donc, si vous subissez une multitude de gestes vraiment qui sont répétés, bien, à un moment donné, ça crée un climat de travail néfaste, malsain, et là, un tribunal va conclure à du harcèlement psychologique ou sexuel, dans ce cas-ci. Aussi, très intéressant, le harcèlement, ça peut même être discriminatoire. Puis, depuis les modifications récentes adoptées par la loi, il y a une collaboration entre la CDPDJ, qui est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui, eux, traitent normalement les plaintes de discrimination au Québec, et la CNESST, qui est l'organisme à proprement parler pour recevoir les plaintes d'harcèlement psychologique en milieu de travail pour la majorité des travailleurs au Québec. Donc, il y a une collaboration entre les deux. Donc, si c'est une plainte de nature discriminatoire, effectivement, là, l'harcèlement psychologique, ça peut être discriminatoire. On peut analyser l'harcèlement psychologique sous l'angle de
d'une multitude de propos vexatoires, mais qui sont à caractère discriminatoire. Comme, par exemple, dans cette décision, c'est vraiment une grosse décision importante, quant à moi, là, en termes d'harcèlement discriminatoire. C'était une multitude de travailleurs, je vous dirais, vulnérables, étrangers, issus de l'immigration qui avaient été recrutés. Donc, des hispanophones qui se sont fait recruter par un autre hispanophone, là, et que, ultimement, à longueur de journée, on leur menaçait de les déporter, qu'il y aurait des problèmes avec l'immigration. On les a vraiment mis dans une situation de vulnérabilité. On a insinué qu'à cause en raison là, de leur identité, je vous dirais, ethnique, raciale, si on les associait à des gens sales, plus sales même qu'un porc. On mimiquait, quand on parle de paroles, de gestes, c'est pas nécessairement harcèlement psychologique, c'est pas juste de dire des choses méchantes. C'est, par exemple, dans cette décision, ça a été prouvé, démontré, là, que, par exemple, on se bouchait le nez, on se pinçait le nez comme si les employés puaient à longueur de journée. Donc, c'était vraiment une connotation raciale de manière répétée. Et les tribunaux ont vraiment jugé sévèrement les employeurs et c'est très important les dommages qui ont été accordés. Là, puis il y avait plus qu'un plaignant dans ce dossier. Maintenant, pour ce qui est des recours disponibles, là, c'est très, 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 très important. Là, très important. Si vous estimez que vous êtes harcelé, c'est qu'en droit du travail, là, le droit du travail, c'est un beau droit, mais il y a une multitude de recours. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Puis, le même recours d'harcèlement psychologique, que vous soyez syndiqué ou non syndiqué, ce n'est pas nécessairement le même endroit où il faut formuler sa plainte. Même chose si vous êtes un employé qu'on dit de juridiction fédérale. Par exemple, si vous travaillez dans une banque, dans une compagnie aérienne, dans la fonction publique fédérale, vous êtes un fonctionnaire fédéral, par exemple pour l'ARC, bien, le recours ne sera pas le même. Donc, moi, je vous dis ça de manière générale, mais il faudrait quand même toujours garder à l'esprit qu'il faut valider le tout avec un avocat, consulter un avocat ou une avocate, bien entendu, en droit du travail, qui exerce en droit du travail pour bien vous conseiller. Parce que si on est syndiqué, qu'est-ce qui s'applique? C'est un document de 30, 40, 50, 60 pages, des fois même plus long que ça, qui est parfois complexe, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la convention collective. Donc, du moment que vous êtes syndiqué, que vous avez quelconque problème, la première chose que vous faites, c'est que vous allez voir votre syndicat, donc le délégué syndical ou l'agent syndical, la personne là, sur le plancher qui relève du syndicat, qui vous représente, et c'est eux qui ont le monopole de représentation, qui doivent enquêter, vous écouter, analyser votre situation et décider s'il y a lieu ou non de déposer un grief. Donc, du moment que vous êtes syndiqué, puis ça couvre quand même une bonne partie des employés au Québec. Peut-être pas la majorité, il faudrait voir là, les statistiques, mais il y a beaucoup, beaucoup d'employés au Québec qui sont syndiqués. Donc, du moment que vous êtes syndiqué, ce n'est pas à la CNESST qu'il faut faire une plainte. Parce que si vous faites une plainte, vous pensez que tout est beau, là, finalement, vous ne faites pas un grief dans les délais, ça peut s'avérer problématique. Donc, du moment que vous êtes syndiqué, ça ne dérange pas que vous m'envoyez un courriel, vous envoyez un courriel à un avocat, mais la première chose que vous faites, c'est vous appelez votre syndicat, puis vous gardez une trace écrite, vous envoyez un courriel. Bon, ça, c'était mon aparté pour les employés syndiqués. Maintenant, si vous n'êtes pas syndiqué comme bien des employés qui travaillent dans toutes sortes d'entreprises de toute taille, et là, c'est vraiment à la CNESST qu'il faut s'adresser. Puis moi, en début de pratique, en 2015, le délai, imaginez-vous donc, le délai pour le harcèlement psychologique était de 90 jours. Donc, 90 jours depuis le dernier événement de harcèlement psychologique. Donc, des fois, on avait malheureusement des employés qui venaient dans mon bureau qui estimaient avoir été harcelés quasiment avec des idées noires. Là, puis ça faisait des années que ça durait. Mais nous, on regardait vraiment toujours, bon, c'est quand le dernier événement d'harcèlement psychologique. Si on est à l'intérieur du délai de 90 jours, comme on dit en bon québécois, on est en business. Là, on peut faire une plainte. Sauf que du moment où est-ce qu'on était en dehors du délai de 90 jours, malheureusement, pour ce qui est de la plainte à la CNESST, il était trop tard. Puis
Vous imaginez que, bon, il y a plusieurs situations, des fois, ça pouvait être fâcheux, tout ça, donc ils ont prolongé le délai. Et c'est pour vous dire comment le droit évolue toujours. En début de pratique, ce n'était pas le cas. Maintenant, bon, au fil des années, ça a changé. Maintenant, c'est 2 ans. Donc, on est passé de 90 jours. Dans le temps, on trouvait ça beaucoup, parce qu'une simple plainte en congédiement à la CNES, c'est 45 jours le délai. Donc, c'était le double. Déjà là, on trouvait ça beaucoup. Maintenant, c'est 2 ans. Donc, on peut retrouver. Donc, quelqu'un, par exemple, techniquement, qui a été harcelé, qui bon, rentre en invalidité, bon, qui est médicamenté, qui est un peu étourdi par tous ses médicaments et peiné de sa situation, qui est sur les prestations d'assurance invalidité ou CNESST ou qui est sur l'assurance chômage maladie, bien, il y a quand même 2 ans, il peut reculer 2 ans en arrière à partir du dernier événement d'harcèlement psychologique. Donc, ça donne beaucoup plus d'opportunités qu'il y ait des plaintes qui soient logées et traitées par la CNESST. Donc, raison de plus pour les employeurs de prendre ça au sérieux. Bon, pour les salariés syndiqués, j'en ai parlé. Pour le harcèlement psychologique dit discriminatoire, comme je vous ai dit, il y a maintenant une collaboration entre la CDPDJ qui est pour la discrimination et la CNESST. Donc, généralement, là, pour la HP, c'est 2 ans. Par contre, théoriquement, si vous êtes à l'extérieur de votre délai de 2 ans, moi, c'est mon opinion, peut-être qu'on n'a pas raison là-dessus, mais peut-être que vu que c'est quand même de la discrimination à proprement parler et pas juste du harcèlement psychologique, bien là, il y aurait théoriquement le délai de 3 ans qui s'applique pour les plaintes discriminatoires auprès de la CDPDJ, mais on va s'entendre sur une chose, c'est mieux de toujours agir rapidement que d'attendre parce que attendez pas à minuit moyenne pour trouver un avocat pour vous aider là-dedans, puis déposer une plainte. Ça m'est même déjà arrivé de faire presque une nuit blanche. De dernière minute, un client était prêt à l'aube de son délai de prescription, mais c'est mieux de ne pas faire ça. C'est mieux de vraiment agir rapidement. Comme ça, l'avocat peut vraiment bien analyser votre situation ou votre syndicat ou vous-même. Puis ça vous permet de vraiment plus vous appliquer sur votre plainte que vous déposez et sur son contenu. Donc, quelles sont les réparations en cas de harcèlement psychologique? Donc, pour ce qui est des réparations, écoutez, moi, je commence par ça. Là. Il y en a qui peut-être qui auraient plus commencé à qu'est-ce qu'un tribunal peut vous donner en termes de dommages, de réparation, mais j'aimerais ça quand même l'aborder parce que souvent, les employés qui sont harcelés finissent par être en invalidité, à être absents du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il y a beaucoup de travailleurs qui oublient qui pensent qu'un accident de travail, par exemple, c'est d'être un employé de construction sur un chantier qui pile sur un clou. Puis là, bon, on fait une déclaration de CNSST. Puis là, si on n'est pas capable de travailler parce qu'on a le pied enflé pendant 1 mois ou 2, bien là, on va être sur la CNSST. C'est vrai, ça, c'est un type d'accident de travail. Un autre type d'accident de travail, par contre, qui est peut-être plus difficile à faire valoir, mais qui existe tout de même, c'est lorsque notre travail nous rend malade sur le plan psychologique. Donc, en raison des faits du travail, d'une multitude d'événements qui sortaient du cadre normal du travail, ça nous met à bout, puis on est épuisé, puis le travail cause, en quelque sorte, notre accident de travail. Bien, il y a un recours, c'est la réclamation du travailleur pour accident de travail. Donc, attendez pas après les RH ou l'employeur. C'est vous-même qui l'a déposé. Vous allez sur le site de la CNESST et c'est vraiment une réclamation du travailleur. Et si on accueille votre réclamation, si, par exemple, on juge le côté, parce qu'il y a 2 divisions à la CNESST. Il y a la division santé et sécurité qui, eux, regardent les accidents de travail et il y a la division relations de travail qui, elle, est pour le congédiement, les plaintes en harcèlement psychologique et j'en passe. Donc, si vous faites une plainte en HP, en harcèlement psychologique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une réclamation pour accident de travail. Et les 2 départements, en quelque sorte, collaborent entre eux. Si vous logez une plainte en harcèlement psychologique et il n'y a pas d'entente, bien là, il va y avoir un enquêteur d'affecter au dossier et l'enquêteur va enquêter, va approcher des collègues de travail, l'employeur en question, il va évaluer s'il y a lieu de retenir la plainte, s'il y a, selon eux, bel et bien du harcèlement psychologique. Et si c'est retenu par la CNESST, bien là, le rapport est communiqué au côté de santé et sécurité
Et là, ça les conforte dans l'idée que, bon, il y a bel et bien du harcèlement psychologique. Et là, ils vont reconnaître une lésion psychologique. Ils vont dire, oui, effectivement, on va commencer à vous fournir des prestations d'indemnité de remplacement de revenus qui correspondent à 90 de votre salaire. Encore une fois, allez consulter un avocat si ça vous arrive parce que ça peut devenir très technique tout ça. Puis peut-être même que j'essaie d'être le plus simple possible, mais j'en ai mélangé là, certains d'entre vous. Mais écoutez, si vous avez des questions, là, je peux y répondre. Aussi, une autre chose, c'est que c'est moins présent dans les petites et moyennes entreprises, mais dans les plus grandes entreprises. Souvent, pour ceux qui travaillent bon, dans le centre-ville ou dans des gros employeurs de région, des grosses entreprises là, vraiment ou industries, des compagnies industrielles très bien organisées, bien souvent, il va y avoir une assurance collective. Donc, une police d'assurance collective en cas d'invalidité. Donc, indépendamment de la CNESST, si on devient invalide, inapte à rentrer au travail et que c'est validé par notre médecin traitant, bien, l'assureur peut accepter cette réclamation-là et là, vous tombez sur la police d'assurance collective. Donc, l'assureur va commencer à vous donner des prestations, des prestations, c'est ça, d'invalidité. C'est sûr que l'assureur, ce n'est jamais un chèque en blanc. Là. À un moment donné, l'assureur, eux, ils veulent toujours valider bon, le sérieux, puis ils vont vouloir avoir des suivis. Des fois, ils vont peut-être même vous faire rencontrer, pas peut-être, souvent même, des experts psychiatres pour vraiment regarder votre aptitude à retourner, du moins progressivement, sur le marché du travail ou au travail. Mais c'est ça, donc il faut penser aussi à se demander comme employé, est-ce que j'ai une police d'assurance collective ou individuelle d'assurance invalidité? Si c'est le cas, bien, c'est bien de regarder la police d'assurance et d'agir rapidement, de ne pas attendre. Parce que c'est sûr qu'un assureur, si vous attendez longtemps, bien là, ça leur donne un argument pour ne pas honorer à tort ou à raison le contrat d'assurance. Donc, c'est important d'agir rapidement. Maintenant, on arrive au point là, culminant là, qui est, bon, si on se rend au tribunal administratif du travail. Donc, pour résumer, vous avez votre plainte qui est logée à la CNESST. Si la CNESST envoie un enquêteur, juge que, bon, il y a harcèlement selon eux, bien là, par la suite, ça va être un avocat de la CNESST, à moins que vous décidiez d'être représenté par l'avocat de votre choix ou vous-même, mais plus souvent qu'autrement, ça va être un avocat de la CNESST payé par la CNESST qui va être saisi du dossier et qui va présenter ça devant le tribunal. Parce que ce n'est pas à cause que la CNESST et un enquêteur estime qu'il y a eu du harcèlement psychologique que, en fonction de la loi, en fonction de l'article 123.6 de la loi sur les normes du travail, de l'article 81.18, bref, ça ne veut pas dire qu'un agent décide qu'il y a du harcèlement, qu'un juge va arriver à la conclusion que la plainte en harcèlement doit être accueillie. Okay. Parce que le juge va regarder, bon, d'une part, est-ce qu'on a été harcelé? Est-ce que c'était répété? Est-ce que vous avez averti votre employeur de la situation? Et après, une autre chose que le tribunal va regarder, c'est est-ce que l'employeur a pris les moyens raisonnables? Et aussi fou que ça puisse sembler pour certains, on pourrait être techniquement, puis il y en a une décision même, c'est la décision là, que je vous ai citée tout à l'heure, de la décision Chaperon. Là. Vous irez la lire là, si ça vous intéresse, mais on peut être techniquement harcelé psychologiquement, mais si on estime que, ben, ou bien l'employeur n'a pas été avisé de la situation, ou bien il a été avisé de la situation, mais tout de suite il a agi. Il ne s'est pas tourné les pouces, il a rencontré la personne en question, il a sanctionné, il a donné un avertissement, ou ça pourrait même aller jusqu'au congédiement. Bref, il a enquêté, il s'est assuré de faire cesser le harcèlement psychologique et effectivement, ça a porté fruit. Bien, quand bien même que vous ayez été harcelé par quelqu'un, théoriquement, là, et même dans la pratique, un employeur peut être disculpé. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucun recours? Ça, c'est très peu fréquent qu'un employé, bon, dans pareilles circonstances, s'attaque judiciairement contre un autre employé, mais je n'exclus pas que ce soit possible, mais ça, il faut consulter un avocat par rapport à ça. Mais l'avocat de la CNES, lui, il doit démontrer, d'une part, le harcèlement psychologique, mais également que l'employeur a échoué dans son obligation de prendre les moyens nécessaires pour prévenir et agir par rapport à la situation de harcèlement psychologique.
Donc, vont être les réparations si le tribunal, d'une part, juge qu'il y a eu du harcèlement puis que l'employeur a failli à son obligation? Il peut ordonner de réintégrer le salarié. Donc, un salarié, par exemple, qui n'en pouvait plus, qui a démissionné, soit dit en passant, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Allez toujours voir un avocat, mais il y en a des fois qui arrivent dans notre bureau ou dans le bureau d'un avocat, puis ils ont déjà démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais là, on peut contextualiser la démission puis argumenter bon, que ce n'était pas une démission de plein gré, c'est qu'on n'en pouvait plus puis que l'employeur n'agissait pas par rapport au harcèlement psychologique. Donc, si on arrive à prouver notre point devant le tribunal, puis ce n'est pas une certitude, il y a beaucoup de plaintes qui sont malheureusement rejetées par les tribunaux, mais si on arrive à prouver notre point, un tribunal peut ordonner de réintégrer le salarié dans son emploi si la réintégration est jugée possible. Donc, si c'est une grosse entreprise et que ça fait du sens, puis qu'on retourne dans notre département, puis des mesures ont été prises, qu'on a soit congédié ou tassé un autre employé en question qui harcelait, et là, on peut ordonner comme tribunal la réintégration. Donc, ça peut arriver dans certains cas. On peut payer aussi aux salariés une indemnité équivalent au salaire perdu durant la période qu'il ne travaillait pas, mais on a quand même l'obligation de mitiger ces dommages, puis en même temps aussi, l'employeur, le tribunal, dis-je bien, doit aussi considérer les prestations d'assurance invalidité que vous avez reçues, bref, l'argent que vous avez reçu. Donc, quant à moi, je suis d'avis comme avocat que ce n'est pas juste de calculer le salaire perdu par semaine, il faut aussi prendre en considération qu'est-ce que vous avez perçu durant cette période, puis aussi si vous avez tenté de minimiser votre situation, de trouver même un autre emploi si vous étiez apte au travail. Il peut aussi ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique. Il peut également même octroyer des dommages et intérêts punitifs et moraux. Donc, des dommages moraux, c'est vous allez voir le psychologue, vous n'en pouvez plus, ça vous cause du stress, des ennuis, ça pourrit votre vie personnelle, tout ça, bien, vous témoignez de cela devant le juge et ça se peut que le juge dise, bien, effectivement, moi, je vais quantifier ça et selon la jurisprudence, c'est de X montant, X montant. Donc, je vais vous donner, par exemple, quelques milliers à plusieurs milliers de dollars pour vous compenser par rapport à cette situation que porte atteinte à votre dignité, à votre intégrité psychologique ou physique. Il peut aussi avoir une indemnité pour perte d'emploi. Donc, si on estime que ce n'est pas possible de vous réintégrer, puis là, vous devez vous réinsérer sur le marché du travail. Donc les tribunaux peuvent théoriquement également déterminer un montant de semaines qui vont vous être alloués de salaire, le temps de vous replacer ailleurs, là, que vous trouviez un autre emploi. Et on peut même ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié pour une période raisonnable. Donc, ça, j'en ai parlé aussi d'aller consulter un psychologue. C'est toujours une bonne idée quand on est affecté psychologiquement par une situation. Et même aller consulter un médecin si on a besoin d'être médicamenté, dis-je bien. Puis, si on a été injustement sanctionné, bien, on peut même ordonner une modification du dossier disciplinaire. Donc, les mesures pour prévenir le harcèlement psychologique, donc, pour rappel, l'employeur, c'est la bonne chose à faire, même que ça peut nous éviter des soucis légaux et au bout du compte, une responsabilité. Parce que, comme on a dit précédemment, si on agit de manière raisonnable, on prend les moyens raisonnables, on peut se sauver de cette situation, puis bref, s'éviter qu'un tribunal nous condamne, nous ordonne de dédommager l'employé qui a été harcelé. Donc, on doit intervenir rapidement comme employeur. Donc, pour des cas plus complexes ou pour les entreprises qui ont plus de moyens, il y a de plus en plus d'entreprises, de firmes d'enquête en harcèlement psychologique qui sont spécialisées là-dedans pour enquêter là-dessus. Vous avez peut-être même entendu aux nouvelles, par exemple, je donne un exemple comme ça, là, parce que c'est public. On parlait, par exemple, de Julie Payette. Il y avait le gouverneur général, il y avait eu des allégations. Bon, il y a une firme spécialisée qui a été mandatée pour enquêter là-dessus. Mais ça, au provincial, là, au Québec, là, il y a plein de firmes, de plus en plus d'avocats ou de conseillers spécialisés en ressources humaines agréés là, qui vraiment analysent, qui enquêtent, puis qui rencontrent différents témoins pour voir s'il y a eu du harcèlement psychologique. Mais si vous êtes un employeur peut-être avec des revenus plus limités, une PME, bien, c'est au moins de faire une enquête soi-même, donc de
d'obtenir la version des autres employés qui auraient pu être témoins de différents événements, de rencontrer également la personne qui est visée par la plainte et d'intervenir, bien entendu, rapidement, de soutenir les personnes qui sont concernées, de faire une enquête, comme je disais. Puis pour l'enquête en harcèlement psychologique, ça aussi, j'en ai long à dire. Là, il y a le guide du barreau sur l'enquête en harcèlement psychologique qui donne des directives, je ne dirais pas des directives, mais comment je pourrais dire, qui parle des bonnes pratiques qu'un enquêteur devrait avoir dans le cadre d'une enquête en harcèlement psychologique. Il doit mettre en place des mesures pour protéger le ou la plaignant. Donc, on parle de mesures temporaires. Ce n'est pas toujours le cas, là, mais des fois, dans certaines situations, l'employeur va vraiment agir, va isoler, si possible, l'employé, l'affecter dans un autre environnement ou au contraire, va prendre les personnes qui sont visées par les plaintes en harcèlement psychologique. Des fois, ça peut même être des cadres, des employés de haut niveau, puis bref, les suspendre, là, sans suspendre nécessairement leur salaire. Là. Ils vont continuer à les payer, mais ils vont les suspendre. Ou, avec la pandémie, ça justifie encore mieux. Ils peuvent dire, bien, regardez, durant l'enquête, vous allez travailler à la maison. Recourir à une expertise externe, ça, j'en ai parlé, et prendre les sanctions nécessaires contre les mises en cause. Le harcèlement psychologique, là, quand on est visé par ça, ça peut être tout ça angoissant par la personne qui est visée par une plainte en harcèlement psychologique parce qu'on a des fois des cadres, ils vont juste faire leur travail, mais malheureusement, bon, des fois des animosités, des conflits de travail, puis il y en a certains employés qui vont interpréter être victimes d'harcèlement psychologique et ils vont faire une plainte contre le cadre en question. Puis ça peut être angoissant d'être visé par une plainte parce que là, on se retrouve mis à l'écart, on est suspendu, on enquête sur nous, puis ça peut même mener jusqu'à un congédiement. Donc, c'est sûr que le harcèlement psychologique, c'est vraiment désagréable pour tout le monde. C'est surtout le plus important, désagréable pour l'employé qui le vit parce qu'il peut vraiment se retrouver détruit vraiment psychologiquement dans sa vie personnelle. Il faut prendre ça très au sérieux. C'est décourageant aussi pour l'employeur qui, ultimement, ça nuit à la productivité, à la rentabilité, ça crée du roulement de personnel. Si on le regarde plus froidement, là, la situation sur le plan économique. Également, pour les personnes qui, peut-être à tort ou à raison, sont visées par des plaintes en harcèlement psychologique, c'est important aussi de se rappeler de l'importance de cela, puis de tourner notre langue 7 fois avant de parler, parfois, ou de vraiment faire un peu d'introspection et de réfléchir sur notre comportement, puis même de toujours là, prendre un peu du recul, puis être à l'écoute comme employeur, puis se montrer compréhensif, patient, respectueux, de rencontrer, au lieu de faire une reproche, pas la faire devant tout le monde, de vraiment rencontrer la personne individuellement. Donc, parce que, ultimement, si on est visé par ça, ça peut même mener comme cadre, comme supérieur à un congédiement. Donc, on se retrouve nous-mêmes dans l'eau chaude, c'est stressant. Donc, c'est stressant pour tout le monde, c'est désagréable pour tout le monde, le harcèlement psychologique. Et c'est tellement fréquent, là, en droit du travail, là, c'est vraiment un secteur d'activité malheureusement en pleine effervescence. Il y a de plus en plus de firmes, comme je disais, qui sont spécialisées pour enquêter là-dessus. Peut-être même que ça a été popularisé par l'affaire MeToo. Fait que toute la vague de dénonciation, aussi les artistes au Québec qui ont dénoncé différentes personnes. Donc, regardez, j'espère que ça vous a aidé, là, tout cela. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Si vous visionnez plus tard ce vidéo, parce que ce soit durant la journée ou tard le soir, parce que ça vous préoccupe beaucoup le harcèlement psychologique, bien, tant mieux. Je suis content que vous ayez pu être informé sur le harcèlement. Puis, si vous avez des questions, venez nous voir. Si vous ne pouvez pas être notre client pour quelconque raison, on va vous référer vers d'autres ressources. Il y a la CNESST pour le harcèlement psychologique de caractère sexuel. Il y a également, il me semble, Jury Pop qui s'intéresse particulièrement à ça. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci, Maître David. On a justement une question qu'on a reçue dans le clavardage. Vous avez un peu répondu, mais la personne, elle demandait en fait si changer de département, dans le fond, la personne qui est accusée d'harceler, dans le fond, l'harceleur, est-ce que c'est aussi une solution? Parce que je vous avais dit, je pense que c'est possible de retirer l'employé qui en est victime, mais est-ce que
de retirer l'harceleur aussi, c'est possible? Ou... Bien, de retirer, oui, on le voit dans certains dossiers qu'effectivement, l'employeur, puis c'est pour ça que ça peut tellement donner contexte, puis ça peut tellement avoir des gros aussi, forcément, montants en jeu. Ça peut tellement être une situation coûteuse, délicate pour un employeur qu'ils vont demander conseil auprès des firmes spécialisées en enquête, mais effectivement, l'employeur, comme mesure, qu'est-ce qu'il peut prendre comme mesure? C'est vraiment, ça a été reconnu par la jurisprudence, c'est de même isoler là, la personne qui harcèle et durant l'enquête. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, par contre, de tout de suite sanctionner, de congédier la personne qui est visée par une plainte en harcèlement psychologique, parce qu'ultimement, ça se peut qu'elle s'avère non fondée, mais durant le traitement de la plainte, effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait. Puis même que des fois, il y a des employeurs ou même des enquêteurs qui vont dire, bien, regardez, même, c'est l'inverse, c'est vraiment l'employé qui subit du harcèlement ne devrait pas être affecté ailleurs, devrait continuer son travail et c'est plutôt la personne qui est visée par la plainte qu'on devrait tasser. Puis, je sais que j'ai entendu différentes opinions de différents avocats là-dessus. Est-ce que la personne qui est visée par du harcèlement, est-ce qu'on peut la tasser ou non et vice-versa? Mais une chose est sûre, c'est que la loi et la jurisprudence reconnaît ce pouvoir-là de l'employeur d'affecter tant la personne visée par la plainte ou la personne qui harcèle, visée par la plainte ou bien la personne qui est harcelée, les affecter. Est-ce que ça répond à la question ou vous voulez renchérir? Je peux mieux répondre. Je pense que oui, mais pour la personne qui a posé la question, vous pouvez toujours reformuler là, si jamais vous avez besoin d'un complément d'information. Sinon, j'ai vu qu'on avait aussi une autre question. Oui. Dans le fond, vous avez dit que pour ceux là, qui ont un syndicat, ils vont éventuellement avoir, en fait, s'ils se rendent jusque-là, un avocat assigné, dans le fond, par la CNSST que vous avez mentionné. Ça, c'est pour ceux qui sont syndiqués. Oui, pour ceux qui sont syndiqués, en fait, la personne demandait si c'est un avocat assigné ou si elle peut choisir elle-même son avocat dans le cas de quelqu'un qui a un syndicat. Pour les personnes syndiquées, là, j'en ai long à dire, là, mais je vais faire bref là, parce qu'à un moment donné, on doit tous vaquer à nos occupations, là, mais j'en ai long à dire. Quelqu'un de syndiqué, là, heureusement ou malheureusement, là, la personne qui est vraiment responsable de gérer cette situation, d'abord et avant tout, c'est le syndicat. Le syndicat, oui, bon, il a négocié des bonnes conditions de travail, il a négocié une convention collective, mais c'est le syndicat qui enquête sur votre situation et qui va décider s'il y a lieu ou non de mandater un avocat ou bien, ce n'est pas besoin nécessairement tout le temps d'être un avocat, ça peut être un représentant du syndicat pour aller en arbitrage de grief. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que dans la convention collective, des fois, il va y avoir des arbitres d'assignés, sinon, il faut en nommer un par le ministère du Travail, mais un arbitre de grief, ça va être un avocat, souvent, là, ça va avoir été un avocat spécialisé en droit du travail, mais qui va vraiment jouer le rôle d'un juge. Là. Donc, il va faire un arbitrage. C'est peut-être une procédure un petit peu plus informelle, mais c'est quand même coûteux parce qu'il va être payé de l'heure. Là. Puis, c'est régi par la convention collective si c'est l'employeur, le syndicat qui paye 50-50 ou la partie perdante. Mais c'est ça, là, c'est l'arbitre de grief qui va entendre la décision. Puis, le syndicat peut mandater une firme d'avocats ou prendre un avocat qu'ils ont à l'interne ou bien le faire sans avocat, mais c'est le syndicat. Puis si le syndicat décide qu'il n'y a pas lieu de faire un grief en harcèlement psychologique, malheureusement, le seul recours qui reste à la personne qui n'est pas d'accord avec la décision de son syndicat, c'est de faire un recours qu'on dit en 47.2 en mauvaise représentation syndicale. Et ça, il y a des critères bien définis par les tribunaux. Les chances de succès, malheureusement, sont très minimes parce qu'on accorde beaucoup de déférence aux syndicats. Tandis que quelqu'un qui est non syndiqué, si la CNESST estime qu'il n'y a pas lieu, il ne retient pas l'harcèlement psychologique, c'est possible de mandater des avocats. Même des fois, on peut demander une révision auprès de la CNESST. Puis, ultimement, si la CNESST ne veut rien savoir, vous pouvez vous mandater l'avocat de votre choix pour vous représenter et vous faire entendre. Tandis que quand on est syndiqué, malheureusement, à moins qu'on innove et qu'on prévoit quelque chose de mieux dans la convention collective, plus souvent qu'autrement, l'employé syndiqué ne peut pas aller plus loin. Ça s'arrête à
l'opinion de son syndicat qui dit qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique. Et là, son seul recours, c'est d'aller en mauvaise représentation syndicale avec le recours dit en 47.2 et tenter de convaincre un tribunal que son syndicat ne l'a pas représenté adéquatement, qu'il n'aurait pas dû refuser d'aller en arbitrage et demander au tribunal administratif du travail de lui permettre d'aller en arbitrage de grief aux frais de son syndicat. Et comme je dis, pour ceux qui sont syndiqués, la méthode de gérer une plainte en harcèlement, c'est vraiment ultimement devant un arbitre de grief. Donc, il y a des coûts associés à ça. Donc, ça peut expliquer pourquoi un syndicat aussi va analyser ça sérieusement puis il va décider ou non s'il y a lieu d'y aller plus loin parce que le syndicat, lui, il perçoit beaucoup de cotisations de membres. Il y a un budget quand même aussi limité. Puis, il doit vraiment décider quel dossier doit aller de front ou pas. Puis, les syndicats aussi font de leur mieux qu'ils peuvent. Des fois, ils ont tellement de griefs, puis ils négocient aussi des règlements de grief, ils font de leur mieux, mais regardez, ça, c'est le système actuellement, comment il est fait. Quand on est syndiqué, on n'a pas le même traitement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec comment le syndicat gère ce dossier, vous devriez aller consulter un avocat pour vous aiguiller là-dedans, vous aider. Merci. On avait une autre question, en fait, suite à la question que je vous ai posée tantôt là, concernant si on pouvait retirer, changer de département, en fait, la personne accusée d'harcèlement. Donc, la personne nous demande si le harcèlement se poursuit après la mutation de département. Là, je lui ai demandé quelques précisions, là, j'attends sa réponse, mais j'imagine qu'il se demande c'est quoi les recours ensuite si le harcèlement se poursuit malgré le retrait, bien, pas le retrait, mais malgré le changement de département. Bien, si un changement de département, puis on se fait quand même harceler, c'est une bonne question. Moi, je pense que, ultimement, peut-être que oui, effectivement, on peut continuer d'être harcelé, donc il y a du harcèlement psychologique, mais en même temps, l'employeur va avoir un bon argument pour dire qu'en vertu de la loi, si on se fie à 81.18, tous les articles de loi que j'ai mentionnés, il a pris les moyens raisonnables nécessaires pour faire cesser le harcèlement, puis c'est une obligation de moyens et non de résultats. Et une autre question aussi, c'est est-ce que c'est dans le cadre du travail ou non? Donc, ça pourrait être aussi un autre argument que l'employeur pourrait sortir. Donc, peut-être que oui, effectivement, proprement parler, on subit du harcèlement psychologique, mais ça ne veut pas dire non plus qu'un tribunal, ultimement, ou un arbitre de grief donnerait raison et dirait, bien, effectivement, votre plainte est accueillie parce que l'employeur, en même temps, a agi face à cette situation-là. Donc, c'est toujours du cas par cas. Puis je ne suis pas surpris d'entendre cette question-là parce qu'il n'y a pas un dossier qui se ressemble à 100 %. Puis souvent, il faut regarder la jurisprudence, analyser ça à tête reposée. Mais je vous dirais là, qu'à brûle pour point, même, a priori, ça serait ça mon raisonnement. OK, merci. Puis si c'est l'harceleur, en fait, qui change de département et qu'à ce moment-là, ça se poursuit, j'imagine, ça se poursuit avec quelqu'un d'autre, j'imagine que ça va démontrer un peu que... Ben, la personne demandait dans le cas aussi de l'harceleur, en fait. Ben, si l'harceleur continue, là, donc il est isolé par l'employeur, puis il continue, il fait des menaces. Normalement, en plus de ça, dans le cadre d'une enquête, disons qu'elle est faite vraiment par une firme d'enquête externe, eux sont bien outillés, ils vont faire signer des ententes de confidentialité, des engagements de ne pas parler, de ne pas parler. En plus de ça, souvent, il va y avoir des directives de ne pas parler à la personne qui a fait une plainte. Donc, on est visé par une plainte et on n'est pas supposé de lui parler. Donc, si malgré ça, on continue à parler, à intimider, bien là, l'employeur, il va falloir qu'il aille consulter son propre avocat et se dire qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je congédie ou non? Est-ce que je sanctionne ou non? Est-ce que je fais un avertissement? Mais quant à moi, je pense qu'il y a vraiment un problème. Si la personne qui est isolée, malgré les consignes, continue à communiquer avec le plaignant puis l'harcèle, parce qu'en même temps, quant à moi, pour harceler quelqu'un, il faut au moins qu'il y ait quand même un certain contact. Donc, à moins que ce soit vraiment qu'on parle en mal, qu'on dénigre la personne auprès de d'autres personnes. Mais c'est ça. Puis aussi, une autre chose, c'est qu'à défaut d'être du harcèlement psychologique, vraiment qu'une plainte soit accueillie et qu'on juge que, bon, l'employeur, malgré il a fait ses efforts, il n'est pas responsable, bien là, si on a des recours contre la personne qui est vraiment insistante, qui nous harcèle, potentiellement, oui. Puis ça, encore une fois, il faudrait consulter un avocat. Mais c'est sûr que l'idéal, quand on est quelqu'un qui est harcelé, c'est vraiment que la plainte fonctionne parce que
c'est l'employeur qui est vraiment la mieux outillée et qui a le plus de revenus aussi, souvent pour indemniser puis agir. Merci. Donc, je vérifie si nous avions peut-être une dernière question. Oui, c'est ça. Moi, je pense que j'avais reçu une. Ah oui, OK. J'avais reçu une question. Je pense que. Parce que c'est ça, là, je pense que je partage encore mon écran, hein, c'est ça? Non, en ce moment, vous ne partagez pas votre OK, écran, OK. c'est terminé. Excellent. Donc, c'est ça, j'avais reçu, il me semble, une question, mais peut-être qu'on y a répondu. Cette question est au niveau de l'obligation de l'employeur dans l'hypothèse où l'employeur a reçu des informations anonymes. Par exemple, des commentaires anonymes écrits de plusieurs employés lors d'un sondage concernant la conduite d'une gestionnaire et n'a pas intervenu pour faire cesser le harcèlement psychologique ou a pris plusieurs mois pour agir, car le gestionnaire a continué à harceler ses employés et en plus n'a pas fait d'enquête. Alors, quelle est sa responsabilité? Écoutez, je pense que ça va être un tribunal, un juge. Je voudrais vraiment entendre les deux côtés. Puis je ne pense pas qu'un tribunal, un juge là, pourrait répondre à un claquement de doigts. Par contre, je vais vous dire, moi, mon raisonnement, comment je vois cette situation-là, par exemple. C'est que, premièrement, est-ce que l'employeur a adopté une politique en harcèlement psychologique? Si c'est le cas, bien, il faudrait suivre le traitement d'une plainte. Comment est-ce qu'on doit gérer une plainte en question? Si l'employeur n'a pas adopté de politique, bien là, ce n'est pas l'idéal. Là, l'employeur se retrouve un peu dans l'eau chaude parce que les employés sont laissés à eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y aurait ce défi-là à surmonter dans le cadre d'une plainte si ça se rend devant un tribunal. Par contre, si il y a bel et bien une politique avec un mécanisme de prévu et que les employés ne le suivent pas et qu'eux, ils répondent dans le cadre de sondage et que c'est vague, bien là, je pense que l'employeur aurait un argument pour dire regardez, moi, j'ai ma politique, à un moment donné, jusqu'à quel point je dois être tenu responsable et considéré négligent si ultimement, moi, j'ai des plaintes anonymes par rapport à un gestionnaire, je ne sais pas exactement qui ça vive, quels sont les événements, quelles sont les dates. Donc, ça poserait difficulté. Maintenant, maintenant, moi, je pense quand même que la bonne chose à faire comme employeur, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable, puis peut-être d'enquêter du mieux qu'on peut sans nécessairement alarmer ou diffamer ou dénigrer le gestionnaire en question, puis bref, mettre de l'huile sur le feu, d'essayer de plus creuser davantage, puis et de voir un peu, d'analyser qu'est-ce qui est reproché au gestionnaire, puis de le rencontrer, puis de le dire, ben, regardez, faites attention. Je pense qu'un employeur a un droit de gérance, puis si moi, par exemple, je me mets à la place d'un employeur, je suis face à cette situation-là, je pense que je prendrais ça au sérieux, puis constamment commencer à alarmer tous les employés, puis aller sur tous les employés, se pencher, hey, t'as-tu, moi j'ai reçu des plaintes anonymes, tout ça, puis bref, ça viendrait un peu discréditer le gestionnaire, mais j'irais quand même voir le gestionnaire et dire, regarde, j'ai reçu plusieurs plaintes, puis voici ce qui est reproché. Là, moi, j'aimerais ça qu'on fait attention, c'est sérieux. Donc, moi, c'est plus ça, puis je documenterais, puis je rajouterais ça dans mon dossier d'employé. Donc, je pense que c'est plus la conduite à adopter. Mais très, très, très important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui m'écoutent, là, je veux vraiment que vous reteniez ça. Là. Puis ça sort souvent, souvent, souvent dans les décisions. Quand on est harcelé, quand on fait une plainte, là, steak, blé d'Inde, patate. Date de l'événement le plus précis qu'on puisse être. Ça peut être un jour, un mois, une année, une saison, mais il faut expliquer vraiment de manière détaillée, documenter chacun des événements. Donc, la date. Ensuite, la conduite vexatoire en question. Et après, comment on s'est senti, comment ça nous a affecté. Donc, steak, blé d'Inde, patate, événement, description de la conduite, puis quel a été l'impact sur nous. C'est très important parce que des fois, qu'est-ce qu'on constate comme tribunal, c'est que ça vient miner un peu la crédibilité. On entend le témoignage, mais c'est trop vague, c'est considéré sans être pas un peu crédible, pas fiable, parce qu'on se dit,
OK, vraiment, c'était de quelle période à quelle période. Puis en même temps aussi, l'employeur, puis en question, puis le gestionnaire ou la personne qui harcèle en question a le droit aussi de se défendre. Donc, ça, on est peu précis. C'est quand même aussi problématique. Donc, c'est vraiment bon quand on a une plainte ou quand on est harcelé, de documenter, soit à l'ordinateur ou pour ceux qui veulent faire ça à la bonne franquette là, dans un cahier Canada. Là, donc, vraiment de documenter vraiment événement par événement, c'est la chose à faire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Un très bon conseil. Puis le truc imagé permet de bien retenir le Puis un recherche. dernier conseil aussi pour les employeurs, c'est aussi à l'audience, là, si on se rend à une plainte de harcèlement psychologique, souvent les tribunaux n'aiment pas ça aussi quand on fait juste nier. Donc, quand on est visé par une plainte de harcèlement psychologique, aussi l'autre côté de la médaille, c'est d'apporter une autre version. Mais si on fait juste nier, c'est pas bon. Puis justement, c'est là qu'on peut paraître peu crédible, peu fiable, alors que vraiment la personne qui est harcelée est arrivée vraiment avec un récit bien détaillé et crédible. Bien, merci beaucoup. Donc, merci. C'était la dernière question. Donc, c'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui. C'était présenté par la Ville de Montréal et Desjardins. Et merci beaucoup, Maître David Bessette, pour votre temps. Et c'est un sujet très pertinent, je suis sûre qu'il va aider plusieurs personnes. Merci à tous pour votre belle participation. Puis, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez visiter le salon Visée Droit. Donc, toutes les activités vont se retrouver parce qu'il y aura plusieurs activités qui vont se retrouver au cours des prochaines semaines sur le site web du salon Visée Droit. Donc, je vais l'écrire là dans les commentaires, mais c'est salon visé avec un Z droit.com. Et puis, donc, je vous invite à consulter fréquemment le site web pour vérifier les activités qui seront ajoutées et aussi la page Facebook de la bibliothèque de Cartierville qui va relayer plusieurs conférences également. Donc, puis je voulais aussi vous confirmer que la conférence sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu la visionner en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et sur les réseaux sociaux du Salon Visée Droit. Alors, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.